Alors, bonjour à tous, bonjour à tout le monde, bienvenue à tous les participants, bienvenue à nos invités d'honneur. Qu'il m'est soit permis tout d'abord de remercier et de féliciter l'Académie africaine de pratique de droit international et toute cette équipe très dynamique avec le cœur ou l'épine dorsale, la cheville ouvrière Jean-Baptiste, qui fait un travail très original en fait et qui fait un travail extraordinaire pour le droit en Afrique depuis Paris, puisque l'Académie a son siège à Paris. Merci aux organisateurs de m'avoir associé à ce cycle de formation, de réflexion online en attendant que la situation de la pandémie soit contrôlée pour qu'on puisse se voir. Je rappelle juste que par rapport à cette troisième journée, nous sommes un peu dans la continuité, comme vous venez de le dire. Nous sommes en train d'évaluer l'adaptation de ce système de droits humains en Afrique, après avoir discuté dans la première journée du rôle de la fameuse Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans la consolidation de la justice en Afrique, après avoir discuté hier du rôle de cette jurisprudence, de la jurisprudence de cette Cour dans la consolidation des droits humains en Afrique. Et le sujet des droits de l'homme est tellement sensible en Afrique. C'est vrai qu'on parle des avancées, on parle des progrès, on parle des réussites de la justice des droits humains en Afrique, mais on parle aussi de controverses, on parle de limites, on parle d'une justice trébuchante, on parle d'une justice en voie de transition, on parle d'une justice qui tâtonne, mais bien entendu, grâce à un écho, Jean-Baptiste, si tu peux fermer ton micro. Ouais, merci. Bien, donc cette justice qui est encore balbutiante, qui cherche son chemin, mais qui s'enrichit énormément aussi des expériences comparées. Malheureusement, on n'aura pas Madame Grasse pour nous parler de l'expérience comparée, la Cour européenne des droits de l'homme en raison d'autres engagements, mais nous avons aujourd'hui trois intervenants. Dans l'ordre, nous allons écouter le professeur Cloche qui va nous parler de l'urgence devant la future Cour africaine de justice et des droits humains. Nous allons par la suite écouter Grace, la jeune doctorante, la jeunesse africaine qui promet et qui nous parlera avec un point de vue critique des dynamiques possibles de ces systèmes africains de protection des droits de l'homme. Et nous aurons un troisième intervenant, il n'a pas eu la possibilité d'intervenir hier, mon ami le juriste auprès de la conseillère juridique de l'Union africaine, M. Guy Fleury-Nettoili, qui nous parlera justement du paysage jurisprudentiel de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et comme tu venais de le dire, Jean-Baptiste, je pense que ces trois conférences sont très complémentaires. Donc, je donnerai une vingtaine de minutes, ça c'est le modus operandi pour notre conférence d'aujourd'hui, une vingtaine de minutes pour chaque et nous aurons un débat général parce que je vois qu'il y a un véritable engouement des chercheurs africains par rapport à ces thématiques. Je ne peux que te féliciter, Jean-Baptiste, pour l'originalité de ce cycle de formation online qui attrait énormément et j'espère qu'il y en aura d'autres cycles par la suite, non seulement à Paris, mais aussi à nos universités africaines. On veut ramener des experts de qualité tels que ceux que vous invitez à nos universités africaines aussi et faire ces échanges intellectuels qui ne peuvent que faire progresser le droit en Afrique. Alors, pour présenter notre premier intervenant, le professeur Guillaume Lefloche, il est professeur à l'Université de Rennes, il est directeur de l'Institut du droit public de sciences. Il est secrétaire général adjoint de la Société française pour le droit international. Et on sait à quel point aussi la SDFDI, elle apporte énormément au progrès, à l'évolution du droit international avec vraiment des thématiques de très haute qualité. Depuis que j'étais étudiante, j'avalais les actes de vos colloques année par année. Je peux aussi que vous féliciter pour le travail énorme que vous faites. Vous enseignez, monsieur le professeur, notamment le droit international des droits de l'homme, le droit international public, le contentieux international, le droit international de l'environnement et vous êtes auteur de nombreuses contributions dans ces différentes matières. À part cette pratique universitaire, il y a une autre pratique professionnelle puisque vous intervenez comme conseiller dans des procédures arbitrales et judiciaires qui impliquent des entités étatiques ou des entreprises commerciales. Donc, c'est votre casquette de praticien du droit et je ne peux que vous féliciter. Je vois vos CV, vos travaux. Vous êtes une grande référence en la matière. Je vous cède tout de suite la parole. Pour une vingtaine de minutes, vous allez nous parler de l'urgence devant la future Cour africaine de justice des droits de l'homme.
Je vous remercie, Madame la Présidente, pour tous ces honneurs et tous ces louanges que je ne mérite pas forcément. Alors, tout d'abord, évidemment, je souhaiterais remercier les organisateurs de ce très beau cycle de conférences et en particulier Jean-Baptiste. Je suis très heureux de m'associer donc à cette journée, à ce cycle de conférences sur un thème qui est évidemment extrêmement enrichissant, celui de la pratique du contentieux des droits de l'homme en Afrique. Je suis aussi ravi d'intervenir, je le disais tout à l'heure en privé, sous la présidence de la professeure Geldish, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, qui m'avait accueilli à Tunis pour un séminaire de la Fondation Cassin sur le droit international des droits de l'homme, et j'en garde un excellent souvenir. Alors, comme cela vient d'être dit à l'instant, j'ai été sollicité pour vous parler de l'urgence devant la future Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Ma communication est donc prospective, puisque, comme vous le savez, cette Cour n'existe pas et n'existera peut-être jamais. Donc, ce sera peut-être de la fiction. À l'heure actuelle, le statut de la Cour, qui, rappelons-le, remonte à 2008, n'a en effet été ratifié que par 8 États sur les 55 que compte l'Union africaine. Pour mémoire, il s'agit de l'Angola, du Bénin, du Burkina Faso, du Congo, de la Gambie, de la Libye, du Libéria et du Mali. Or, l'entrée en vigueur du texte est conditionnée à 15 ratifications selon l'article 9 du protocole. Autrement dit, il manque encore 7 ratifications. Comme vous l'avez signalé tout à l'heure, j'enseigne le contentieux international depuis de nombreuses années et je dois vous avouer que, alors je n'ai pas la date en tête, mais dans le courant des années 2010, j'ai abandonné l'étude de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme pour me consacrer uniquement à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui, à mon sens en tout cas, a un avenir, même si évidemment en ce moment la situation est quelque peu compliquée. Alors, il n'en demeure pas moins que le statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme a été donc adopté, je le disais, en 2008, et que le processus de ratification n'a pas été abandonné, puisque l'Angola a ainsi ratifié le 21 février 2020, donc autrement dit, il y a un petit peu plus d'un an, le dit protocole, ce qui veut donc dire qu'il n'est pas inutile de s'y intéresser. Ces précisions faites sur la juridiction, je voudrais revenir sur la thématique qui a été adoptée, à savoir celle de l'urgence. Le temps est un élément déterminant dans toute procédure. Dans certaines circonstances, l'écoulement du temps peut avoir des conséquences extrêmement dommageables sur une situation litigieuse. Autrement dit, et tout le monde le sait, une décision trop tardive du juge est susceptible tout simplement de rendre une requête sans objet. Alors, c'est évidemment le cas lorsqu'un individu est, par exemple, condamné à mort et que l'exécution doit intervenir à très brève échéance. Une fois que celui-ci a été exécuté, il est évidemment difficile de faire marche arrière. L'intérêt de la bonne administration de la justice commande par conséquent que le juge puisse prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que ses décisions à rendre sur le fond ne soient pas purement platoniques. Alors, c'est évidemment une problématique que connaissent toutes les juridictions, qu'elles soient internes ou qu'elles soient internationales. Devant toutes les juridictions, il existe des procédures qui permettent aux juges de rendre à plus ou moins brève échéance des décisions, alors tantôt provisoires, tantôt définitives, en cas d'urgence. Parmi les procédures d'urgence, et c'est celle dont je vais vous parler donc aujourd'hui, la procédure reine est bien entendu celle des mesures conservatoires ou mesures provisoires. Les deux expressions pouvant être prises pour synonymes, en fait, à la CIJ, par exemple, l'expression utilisée, c'est mesures conservatoires, devant les juridictions des droits de l'homme, c'est celle de mesures provisoires. Mais ça revient au même et on retrouve exactement la même distinction en anglais avec interim measures ou alors l'expression de provisional measures. Et la procédure des mesures provisoires répond donc à la nécessité de préserver les droits des parties pendant l'unité en tenant compte de la durée assignée à toute instance. Alors, il y a une formule que j'aime beaucoup que l'on doit en fait au tribunal arbitral mixte germano-polonais, vieille sentence arbitrale qui a bientôt un siècle, qui remonte à 1924. Voici ce que nous dit le thème germano-polonais. Par les mesures conservatoires, les tribunaux cherchent à remédier aux landeurs de la justice de manière qu'autant que possible, l'issue du procès soit la même que s'il pouvait se terminer en ce jour. Les mesures conservatoires sont un préalable nécessaire à la mise en œuvre effective et réelle des arrêts au fond. Donc, il n'est pas étonnant que toutes les juridictions internationales ou presque connaissent cette procédure incidente.
Donc, on retrouve cette procédure devant les juridictions interétatiques, comme la Cour internationale de justice. On la retrouve également devant les juridictions des droits de l'homme, Cour européenne, Cour interaméricaine, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ou encore, par exemple, devant la Cour de justice de l'Union européenne. Le pouvoir reconnu à la juridiction de prendre des mesures provisoires ou conservatoires découle en général de son acte constitutif. C'est le cas, par exemple, pour la Cour internationale de justice, ce pouvoir donc découlant directement du statut. Lorsque tel n'est pas le cas, les organes juridictionnels peuvent pallier cette lacune en se reconnaissant ce pouvoir par le biais de leur règlement. C'est ce qu'a par exemple fait la Cour européenne des droits de l'homme en adoptant son règlement de 1959, donc le premier règlement, dans lequel elle s'est reconnue le pouvoir d'indiquer des mesures provisoires. Au regard de la pratique internationale, il apparaît que les mesures conservatoires font naturellement partie des pouvoirs de tout organe juridictionnel. Il s'agit, selon moi, de pouvoirs inhérents. Alors venons-en justement à la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Le pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires, donc c'est l'expression ici utilisée, est reconnu directement par le protocole, donc par l'acte constitutif. Il est reconnu donc à l'article 35. L'inscription dans l'acte constitutif de ce pouvoir confère par conséquent une autorité plus forte au juge dans l'utilisation de cet instrument. Que nous dit cet article 35? Vous allez voir, il n'est pas très long, donc je vais le lire intégralement. Si elle estime que les circonstances l'exigent, la Cour a le pouvoir d'indiquer de sa propre initiative ou à la demande d'une partie quelles mesures conservatoires des droits respectifs des parties doivent être prises à titre provisoire. En attendant l'arrêt définitif, ces mesures conservatoires sont immédiatement notifiées aux parties et au président de la commission qui en informera la conférence, donc commission et conférence de l'Union africaine. La Cour africaine de justice et des droits de l'homme, on le sait, est le produit de deux juridictions. Elle est produit de la fusion de la Cour de justice de l'Union africaine, qui n'a jamais vu le jour, et de l'actuelle Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce qui est intéressant d'observer est que l'article 35 du statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme est la réplique quasiment à l'identique de l'article 22 du protocole de la Cour de justice de l'Union africaine. Donc, autrement dit, en matière de mesures conservatoires, la source d'inspiration n'est pas la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, mais le protocole de la Cour de justice de l'Union africaine. De plus, il est significatif d'observer que le protocole de la Cour de justice de l'Union africaine, et donc, in fine, de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, s'inspire en réalité très fortement de l'article 41 du statut de la Cour internationale de justice. Si vous faites une comparaison entre l'actuel article 35 de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, de son statut, et l'article 41, vous allez voir que c'est quasiment la même disposition, c'est quasiment un copier-coller. L'article 27, paragraphe 2 du protocole instituant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, en revanche, a une autre source d'inspiration, c'est la Convention américaine relative aux droits de l'homme, puisqu'en fait, l'article 27, paragraphe 2 du protocole reprend quasiment à l'identique la disposition pertinente de la Convention américaine relative donc aux droits de l'homme. Donc deux sources d'inspiration différentes. L'article 35, vous l'avez entendu, n'est pas très détaillé, ce qui en réalité n'a rien de surprenant. C'est généralement le cas. L'acte constitutif habilite la juridiction donc, à adopter des mesures conservatoires, plaise ensuite à la juridiction d'adopter donc un certain nombre de précisions dans son règlement de procédure. C'est ce qu'a fait par exemple la Cour internationale de justice, ou bien encore la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, puisque si vous prenez la règle 59 du règlement de la Cour, vous verrez que l'article est tout entier consacré à la procédure des mesures conservatoires. Donc la Cour africaine de justice et des droits de l'homme pourra, donc, conformément à l'article 27 de son statut, adopter un règlement et préciser la procédure des mesures provisoires. L'article 35 contient un certain nombre d'éléments et en laisse d'autres en suspens. Donc, ce que je vous propose de voir, c'est dans un premier temps de voir quels sont les éléments qui sont contenus dans l'article 35, pour voir ensuite un certain nombre de points qui sont restés en suspens et tenter de répondre de manière prospective, bien entendu, à certaines de ces interrogations. Alors, commençons tout d'abord par nous interroger sur ce que contient l'article 35. Qu'est-ce qu'on peut retirer de cette disposition? Alors, il y a des éléments qui se rapportent à la forme, d'autres se rapportent au fond. En ce qui concerne les éléments de forme, tout d'abord, l'article 35 va apporter toute une série de précisions.
Première précision, l'initiative de la demande. Qui est-ce qui peut demander des mesures conservatoires? Alors, l'article 35 précise que c'est un pouvoir qui revient au parti, ce qui est tout à fait normal et classique, mais aussi à la Cour. La Cour africaine de justice et des droits de l'homme est donc expressément investie par son acte constitutif du pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires proprio motu, c'est-à-dire sans même qu'une demande ait été présentée. Alors, bien entendu, il faut un recours, une requête principale, mais dès lors que la Cour est saisie, elle peut indiquer donc des mesures conservatoires proprio motu, ce qui est une prérogative considérable qui contrevient notamment à un principe fondamental qui est celui selon lequel le juge ne peut statuer ultra petita, donc au-delà de la demande des parties. La Cour africaine de justice des droits de l'homme n'est pas la seule à être investie de ce pouvoir. Vous avez d'autres juridictions qui disposent de compétences similaires. C'est le cas par exemple de la CIJ et des juridictions des droits de l'homme, Cour européenne, Cour interaméricaine ou encore Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors, c'est assez logique, puisqu'en fait, c'est une prérogative, vous comprenez bien, qui s'inscrit dans une démarche d'urgence. Il y a un préjudice irréparable, il y a une urgence, le juge doit pouvoir agir. Il y a toutefois une différence par rapport aux autres juridictions, c'est que pour les autres juridictions que je viens de mentionner, ce pouvoir est reconnu par le règlement. Ici, c'est le statut, l'acte constitutif, qui reconnaît donc à la Cour ce pouvoir, ce qui confère nécessairement une autorité plus forte. En pratique, les juges font un usage extrêmement parcimonieux donc, de cette prérogative et il y a forte chance que la Cour africaine de justice des droits de l'homme soit également donc, à faire preuve de modération, d'autant qu'évidemment les parties peuvent solliciter la juridiction. Autre renseignement sur le plan formel, l'article 35 précise que les mesures conservatoires, si elles sont adoptées, sont notifiées aux parties ainsi qu'au président de la Commission de l'Union africaine qui en informera la conférence. À titre de comparaison, les mesures conservatoires de la CIJ sont notifiées au Conseil de sécurité, donc on reste ici dans la même logique. Venons-en maintenant aux éléments de fond. Concernant les éléments de fond, l'article 35 apporte quelques précisions, notamment sur l'objet des mesures conservatoires. L'objet des mesures conservatoires est de préserver les droits des parties, donc autrement dit des États, mais aussi bien entendu des individus. Tout dépend de la configuration de l'instance en cause. L'article 35 laisse également percevoir certaines des conditions d'indication des mesures conservatoires. En effet, si vous prenez donc l'article 35, il est précisé que les mesures conservatoires doivent être indiquées, je cite, « lorsque les circonstances l'exigent ». C'est exactement la même formulation que l'on retrouve dans le statut de la Cour internationale de justice. Il en ressort que la Cour internationale de justice a été amenée donc à faire porter un certain nombre de précisions et la Cour peut indiquer des mesures conservatoires dès lors qu'il y a urgence et préjudice irréparable. Et c'est d'ailleurs deux critères que l'on retrouve systématiquement. Toutes les juridictions qui recourent à la technique des mesures provisoires conditionnent leur octroi à l'existence d'une urgence et d'un préjudice irréparable. C'est bien entendu la raison d'être de cette procédure. Donc, ce sont des critères qu'on retrouve partout, y compris, par exemple, devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Peu importe, en fait, la Cour, peu importe ce que dit le statut, ce sont deux conditions qui sont finalement inhérentes à cette procédure. D'autres conditions ont pu être ajoutées donc, en fonction des différentes juridictions, des conditions qui généralement se rapportent à la requête principale. C'est le cas, parce que n'oubliez pas, je le disais tout à l'heure en introduction, mais la procédure des mesures conservatoires est une procédure qui est accessoire à une procédure principale. On ne peut pas demander de mesures conservatoires s'il n'y a pas de recours au fond devant les juridictions internationales. Donc, vous avez des juridictions internationales qui ont posé des conditions relatives à la requête principale, puisqu'on comprend bien que ça ne sert à rien d'indiquer des mesures conservatoires si la Cour internationale, enfin, si la juridiction, n'aura pas compétence pour pouvoir rendre la décision sur le fond, où il y a de fortes chances que la décision soit rejetée sur le fond. Donc, vous avez des critères comme le critère de la compétence prima facie ou le caractère plausible des droits, le fumus boni iuris, qui ont été ajoutés. Alors, par exemple, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, elle se contente d'un examen prima facie de la compétence, elle ne s'intéresse pas au caractère plausible des droits. Donc tout ça pour vous dire que la Cour africaine de justice et des droits de l'homme devra façonner donc ses propres critères, elle devra dire si elle prendra en compte, et ça c'est certain, la compétence prima facie, mais aussi peut-être le caractère plausible des droits.
Les mesures donc indiquées ne sont bien entendu que provisoires et donc elles ne doivent pas préjuger du fond du différend. C'est ce qu'a pu rappeler par exemple la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ou bien encore la Cour internationale de justice. Donc vous l'aurez compris, même si cet article est relativement sommaire, le terrain est déjà bien débroussaillé. Il n'en demeure pas moins qu'il y a certaines questions qui demeurent en suspens et donc je voudrais revenir justement sur les silences ou les interrogations que peut faire planer justement cet article 35. 5 minutes, s'il vous plaît. 5 minutes. Oui, oui, pas de problème. Je suis loin. Rassurez-vous, j'ai passé l'agrégation en France et les fameuses 30 minutes sont respectées à la lettre. Rassurez-vous. Je vous remercie en tout cas. Donc l'article 35 ne dit pas un mot de la procédure. Là encore, c'est assez usuel en fait. Ce sont les règlements qui vont être amenés à détailler la procédure. Il y a des juridictions qui posent des audiences, d'autres non. Il faut en tout cas un débat contradictoire devant la grande majorité donc, des juridictions. De la même façon, rien n'est dit sur la forme. A priori, les juridictions internationales statuent pour ce qui concerne les mesures conservatoires par voie d'ordonnance. Il y a de fortes chances que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples statue également, que la Cour africaine des droits de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme statue également par voie d'ordonnance comme les autres juridictions internationales. Enfin, bien entendu, il sera sans doute souhaitable aussi que cette juridiction motive ses ordonnances. Le statut pose bien sûr l'exigence de motivation pour les arrêts, mais ne dit mot des ordonnances. Alors, ce que je viens de dire, débat contradictoire, motivation des ordonnances, ça peut sembler donc une évidence, mais en réalité, ce n'est pas une évidence devant toutes les juridictions, et notamment la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme ne motive pas ses décisions en matière de mesures provisoires. En fait, une décision de mesure provisoire de la CEDH, c'est un simple papier qui est adressé à l'État, dans lequel la Cour enjoint l'État de ne pas faire quelque chose ou de faire quelque chose, ce qui est évidemment très surprenant, mais ça s'explique par le fait en fait que la pratique, enfin les mesures provisoires se sont développées, j'allais dire, sur une pratique cas un cas, parce qu'en fait la Convention européenne des droits de l'homme n'habilite pas la Cour à indiquer de telles mesures conservatoires. Alors, il y a une dernière question, bien entendu, qui se pose et qui est fondamentale, qui est celle de la portée des mesures conservatoires. Vous avez des juridictions dans lesquelles l'acte constitutif précise noir sur blanc que les ordonnances ont un caractère obligatoire. C'est le cas, par exemple, du Tribunal international du droit de la mer ou de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Mais il y en a d'autres qui ne disent mot, et c'est évidemment la question qui s'est posée devant la Cour internationale de justice. Pendant plusieurs décennies, la Cour a volontairement laissé la question dans un clair-obscur. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas statuer. L'article 41 du statut de la Cour précise que la Cour peut indiquer des mesures conservatoires. Si dans la version anglaise, elle peut indiquer des mesures « which ought to be taken », dans la version française, en revanche, ce sont celles qui doivent être prises. Donc, si vous voulez, la version anglaise va dans un sens non obligatoire, la version française plaide pour un caractère obligatoire. La Cour internationale de justice, en 2001, dans son arrêt Lagrand, a statué en faveur de la deuxième version, c'est-à-dire en faveur du caractère obligatoire des mesures conservatoires. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que l'article 35 du statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, je vous le disais tout à l'heure, reprend quasiment à l'identique l'article 41. Et la différence sémantique qu'on observe entre l'anglais et le français, which ought to be taken et doivent être prises, vous le retrouvez également dans l'article 35. Donc on peut imaginer, compte tenu de l'influence de la jurisprudence de la Cour internationale de justice, que la Cour africaine sera amenée à adopter le même point de vue et reconnaître un caractère obligatoire. Et d'ailleurs, toutes les juridictions internationales reconnaissent ce caractère obligatoire, même la CEDH, avec son arrêt Mahatma Goloukov. Il y a enfin une dernière question évidemment qui se pose, c'est celle de l'effectivité de ces mesures. Il ne suffit pas de dire que ces mesures sont obligatoires pour qu'elles soient exécutées. Alors, la Cour internationale de justice vient tout récemment de modifier sa résolution sur la pratique interne pour mettre en place une commission ad hoc destinée donc à assurer un suivi des mesures conservatoires. Alors, pour conclure, dans la minute qui me reste, je vais citer un grand professeur de droit administratif qui est René Chaput, selon qui le signe extérieur d'une bonne justice, c'est l'excellence de ses procédures d'urgence.
Et effectivement, si vous voulez, les procédures d'urgence sont la face immergée de l'iceberg. Si vous avez des juridictions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, internes ou internationales, qui peuvent être saisies, mais que la décision qu'elles rendront sera platonique parce qu'elles sont incapables de faire face à l'urgence, vous allez évidemment rendre inutile tout recours. Lorsque les juridictions internationales adoptent des mesures conservatoires, il faut savoir qu'elles ont un pouvoir sans précédent. Pourquoi je dis un pouvoir sans précédent? Parce qu'en réalité, elles peuvent statuer comme elles l'entendent. Elles peuvent, par exemple, comme je disais tout à l'heure, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, interdire à un État d'extrader un individu qui est pourtant suspecté d'actes de terrorisme, par exemple. Interdire le recours aux essais nucléaires, c'est la CIJ, ou vous le savez également concernant la Cour africaine des droits de l'homme, suspendre des élections communales ou surseoir à l'exécution d'un mandat d'arrêt. Donc le juge n'a jamais autant de pouvoir que lorsqu'il statue au provisoire. Et bien entendu, la question qui se pose ensuite, c'est de savoir comment est-ce que les États vont réceptionner ces mesures. Or, tout le problème des mesures conservatoires, c'est bien souvent la question de leur effectivité. Ce sont des mesures fondamentales, mais qui se révèlent évidemment d'un maniement extrêmement délicat. Sur ces belles paroles, j'arrête ma communication puisque je vois que mon temps de parole est expiré. Je vous remercie et reste évidemment à votre disposition si vous avez des questions. Bien, je vous remercie, monsieur le professeur. Merci pour avoir justement respecté le temps qui vous était imparti. Et merci pour cette belle lecture prospective de la procédure des mesures conservatoires à la lumière des statuts de la future Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Et je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que peut-être elle risque de ne jamais avoir lieu. J'ai beaucoup aimé votre perspective comparative et j'ai beaucoup aimé la simplicité avec laquelle vous avez exposé un sujet extrêmement technique et difficile.